Bonjour et bienvenue au Forum Radio J. Donc vous êtes l'invité, Jean-Christophe Lagarde, bonjour. Bonjour. Alors de la présidentielle aux législatives, Emmanuel Macron aura donc réussi à un sans faute électoral, tout en perdant à l'occasion du remaniement de cette semaine le quart de ses ministres sur l'autel de la moralisation de la vie politique et de la vie publique. Comment dans ce contexte envisager la suite à l'Assemblée et au-delà dans le pays? Quelle place pour le débat politique et quelle stratégie pour la droite et pour le centre, à l'intérieur de la majorité ou dans l'opposition claire et nette à Emmanuel Macron? Mais pour commencer, Jean-Christophe Lagarde, quelles leçons tirez-vous de la séquence électorale qui vient de s'achever et que vous inspire le remaniement post-législative? La leçon, elle est très simple. Les Français ont voulu donner les pleins pouvoirs à Emmanuel Macron avec un groupe qui a la majorité absolue à l'Assemblée nationale, son parti, qui lui seul a la majorité. Et en plein pouvoir, hein. Bah oui, à partir du moment où vous donnez la majorité absolue à un parti politique, vous lui donnez les pleins pouvoirs puisqu'il n'a pas besoin de discuter, de négocier avec les autres. La question d'ailleurs, c'est il n'en a pas besoin, en aura-t-il envie pour autant? On en parlera tout à l'heure quand on parlera de votre groupe. Parce que je crois, oui, mais ça ne concerne pas que notre groupe. Je crois qu'un mouvement qui s'enferme sur lui-même, qui s'enfermerait sur lui-même, commettrait une lourde erreur pour une raison très simple, c'est qu'on n'a jamais raison tout seul, et que les débats internes d'un parti politique sont souvent pollués par des enjeux de pouvoir. Or, ils ont aujourd'hui la responsabilité de gouverner la France, de réformer, de transformer la France. C'est ce que les Français attendent, ce que nous n'avons pas fait depuis 35 ans, qui nous a conduit d'échec en échec, que ce soit sur le plan économique, social, éducatif. Et donc, la question centrale va être quelle est la marge de discussion à l'Assemblée nationale. On va en parler, mais d'abord, quelle est leur capacité à accepter d'entendre les autres Français? Comme le disait Emmanuel Macron le 7 mai au Louvre, il disait « Je tiendrai compte de l'avis de ceux qui n'ont pas voté pour moi au premier tour, mais qui ont voté pour moi au second tour. » Et bien c'est maintenant que les travaux pratiques commencent. Alors on va en parler, mais d'abord sur le remaniement, Sylvie Goulard, Marielle de Sarnez, François Bayrou et Richard Ferrand ont-ils eu raison de démissionner alors qu'ils n'étaient pas mis en examen? Non, moi j'ai une position simple là-dessus. Ce n'est même pas la mise en examen, c'est le renvoi en correctionnel. Je rappelle que la mise en examen, c'est la capacité, après une enquête préliminaire la plupart du temps, d'avoir accès à son dossier et de se défendre. Il y a des milliers de Français, pour pas dire des dizaines de milliers de Français, qui font l'objet d'enquêtes chaque année sans qu'il n'ait rien commis. Alors je ne sais pas pour M. Ferrand, pour M. Bayrou, Mme de Sarnez, Mme Goulard, s'ils ont fait quelque chose. Mais si à chaque fois qu'une accusation est lancée, vous faites démissionner quelqu'un, un ministre, un responsable politique, un journaliste, donc là, c'est une erreur. Un chef d'entreprise, ça veut dire qu'on crée dans notre pays la présomption de culpabilité. Or, un des fondements de la démocratie et de la justice, c'est justement la présomption d'innocence. C'est la confiance que nous faisons dans la justice pour déterminer si quelqu'un est innocent ou coupable, mais si, dès qu'une accusation est portée par un individu, Bayrou disait anonyme, manifestement ils ne sont pas anonymes ceux-là, mais par quelqu'un, si une accusation est portée, vous présumez que la personne est coupable, à ce moment-là, vous mettez à bas tout le système judiciaire français. Alors, oui, je pense que c'est une erreur. Il n'y a qu'une exception. Laquelle? François Bayrou ne pouvait pas rester ministre de la Justice, puisqu'une enquête était en cours sur son parti politique et son mode de financement. Mais il pouvait parfaitement continuer à gouverner autrement, c'est en tout cas mon sentiment. Et ce sujet-là, enfin cette position-là, elle n'est pas sur ce remaniement. Elle est, je l'ai dit, lorsqu'il s'agissait de Bruno Le Roux. C'est une position de principe que j'ai depuis des années. Tant qu'on n'est pas renvoyé en correctionnel pour un ministre, on doit pouvoir continuer à exercer ses responsabilités. Je pense d'ailleurs qu'il faudrait qu'au niveau du monde politique et des médias, on soit beaucoup plus raisonnable et beaucoup plus respectueux et défenseur de la présomption d'innocence. C'est normal de faire des révélations, c'est anormal de considérer que des accusations sont déjà prouvées avant même que la justice ait fait son travail. Alors, autre question qui est liée à ce qui précède, est-ce que vous trouvez normal que des ministres inquiétés par les affaires soient voués à occuper des postes importants au Parlement, puisque Richard Ferrand est devenu hier président du groupe République En Marche à l'Assemblée, que Marielle de Sarnez est annoncée à la tête du groupe Modem, et voilà. Donc est-ce que c'est normal? Est-ce que ça vous paraît être une bonne solution? C'est leur choix, je ne pense pas que c'est une bonne solution, et je pense que ce n'est pas cohérent. Si on considère qu'ils ne pouvaient pas assumer des fonctions ministérielles, difficile d'assumer des fonctions aussi importantes que les leurs. Prenez le cas de M. Ferrand. Là encore, il est présumé innocent et rien ne prouve qu'il a commis des délits. Mais s'il ne pouvait pas exercer des fonctions de ministre, il va exercer une fonction beaucoup plus importante que celle de ministre, président du groupe qui a la majorité absolue à l'Assemblée nationale. C'est-à-dire, grosso modo, celui qui entraînera ses députés
dans un sens ou dans un autre sur chaque vote. D'autant qu'on a vu dans la mise en place de ce groupe qu'il semble commencer à prendre un caractère, en tout cas vu de l'extérieur, assez moutonnier. C'est-à-dire, grosso modo, le chef décide et je suis. Donc il y a une incohérence là-dedans de mon point de vue. Ça veut dire que vous êtes choqué quelque part que l'Assemblée devienne en quelque sorte un lieu de recyclage de ministres entre guillemets démissionnés? Non, je veux de la cohérence. Monsieur Ferrand pouvait rester ministre, il n'est pas poursuivi, il n'est pas condamné, il n'est pas mis en examen, il n'est pas renvoyé en correctionnel, et à partir de ce moment-là, il pouvait rester ministre. Après, il y a le sujet de fond concernant M. Ferrand, qui est un débat que la justice doit trancher. Est-ce qu'il était normal que, en tant que responsable des mutuelles de Bretagne, il loue, au nom des mutuelles de Bretagne, il loue ce qu'il venait d'acheter pour lui-même par ailleurs? C'est à la justice de trancher. Vous savez, alors, je ne suis pas justicier et je n'aime pas les justiciers. J'aime en l'occurrence les magistrats qui ensuite disent le droit et disent ce qui est juste ou qui ne l'est pas. Même question pour Marielle de Sarnez. A priori, elle devrait être présidente du groupe Modem. Ça vous paraît justifié? Ça vous paraît C'est exactement normal, la logique. Si elle ne pas pouvait pas rester ministre des Affaires européennes, comment est-ce qu'on est président d'un groupe? Ça me paraît parce que le vote n'a pas eu lieu, donc vous lui dites il faut renoncer à ça ou pas? Vous dites aux députés Modem il faut renoncer à ça? Je leur dis rien du tout. Les députés Modem sont assez grands pour s'organiser entre eux. Ouais. Moi, j'ai un autre parcours politique et je ne vais pas passer mon temps à commenter leurs choix. Parce que vous venez de cette famille politique. Votre actualité, en tout cas, Jean-Christophe Lagarde, l'actualité de l'UDI, c'est la constitution de ce groupe constructif avec une vingtaine de députés LR à l'Assemblée. Qu'est-ce qui reste aujourd'hui de la droite? Il reste la droite. Et d'ailleurs, est-ce que vous vous sentez toujours comme étant une personnalité de droite, un dirigeant de l'opposition de droite? Et moi, je suis le dirigeant de l'UDI, c'est-à-dire du parti du centre et du centre droit. Nous avons fait un choix, constatant que chez les Républicains, il y avait un certain nombre de députés, une vingtaine. Autant que nous, une vingtaine également, qui souhaitaient être dans une attitude constructive à l'Assemblée nationale, restant dans nos idées. Nous sommes du centre, ils sont de droite, restant dans nos alliances d'ailleurs, qui souhaitaient simplement ne pas adopter cette attitude et cette habitude mauvaise de la vie politique française, qui est de contester tout ce qui est proposé par le pouvoir au prétexte qu'on n'a pas gagné les élections. C'est l'attitude que semble prendre le groupe Les Républicains. Moi, je ne supporte plus ça. Je crois que les Français ne supportent plus ça. Il y a des tas de domaines sur lesquels ce que dit Emmanuel Macron n'est que la reprise du projet de l'UDI. Alors, on va parler Attendez, tout à l'heure je termine du projet là-dessus. de loi. Ouais. Il y a des tas de domaines sur lesquels M. Macron dit ce que dit l'UDI depuis 15 ans. Et il faudrait que je dise le contraire de ce qu'il dit au prétexte. Moi, l'attitude qui va être la nôtre est très simple. Je ne cherche pas à masquer les désaccords quand ils existent. Mais je ne vais pas créer des désaccords là où ils n'existent pas, et je ne cacherai pas les accords lorsque je les partage. Le groupe constructif, c'est quoi? C'est une force d'opposition ou c'est une composante de la majorité? Est-ce que c'est un groupe constructif, un groupe philippiste ou une autre manière ou plutôt une autre manière de s'opposer au gouvernement d'Édouard Philippe? C'est un groupe qui est dans l'opposition, mais dans l'opposition constructive, ce qui veut dire que c'est un groupe qui votera un certain nombre de textes. D'ailleurs, lors du vote de la confiance, à l'intérieur de ce groupe, il y aura des gens qui voteront la confiance et des gens qui s'abstiendront. Vous, par exemple, qu'est-ce que vous ferez? Pourquoi? J'y réfléchirai, j'écouterai le discours d'Édouard Philippe, d'ailleurs, ça me paraît très important. Là encore, pas de jugement a priori. Donc le vote du 4 juillet. Pourquoi? Parce que moi, j'ai un a priori simple, là, pour le compte, c'est laissons-les travailler. Ne jugeons pas avant. Ça, c'est la vieille politique, c'est le réflexe de dénoncer tout ce qu'on n'est pas soi-même. Ben non, c'est pas comme ça que ça marche. Et il se trouve que, comme on fait ça depuis 35 ans, en réalité, celui qui a perdu l'élection, il se met dans l'opposition sans même réfléchir, sans même chercher à peser. Il attend quoi? Il attend l'échec de l'autre. Mais si M. Macron, si Édouard Philippe, qui est de ma famille politique, avec qui je faisais campagne derrière Alain Juppé, il y a encore de cela quelques semaines, s'ils échouent, c'est les Français qui payent les pots cassés. Et moi, je ne veux pas que les Français aient payé les pots cassés. Les mandats de députés qui nous ont été confiés à la vingtaine de députés UDI, à la vingtaine de députés LR, c'est pour faire réussir la France. Et donc plus composant de la majorité que force d'opposition. Et donc je reviens à la question que je posais tout à l'heure. La réponse est à la fois dans le groupe République En Marche. Quelle est la marge de manœuvre? Quelle est la marge de discussion?
Quelles idées êtes-vous prêt à entendre et à écouter, puisqu'en réalité, vous représentez certes une majorité à l'Assemblée nationale, mais pas une majorité dans le pays, chacun le sait bien. Le premier tour de l'élection présidentielle, c'est 24% pour Emmanuel Macron. Le premier tour de l'élection législative, c'est 29%, je crois, et avec une abstention énorme. Donc, la nécessité de travailler ensemble au redressement de la France, pour reconstruire une économie qui crée de l'emploi, pour reconstruire une éducation nationale qui soit un ascenseur social, pour reconstruire un État qui ait de l'autorité, qui soit capable d'assurer la sécurité, pour reconstruire le projet européen, et les premiers pas de M. Macron sont encourageants là-dessus, bien, il faut le faire ensemble. Et puis, quand il y a des divergences, et il y en a, eh bien, elles seront assumées. Mais n'allons pas créer des désaccords ou des divergences là où il n'y en a pas. Ce jeu de rôle-là politique, ça suffit. Alors, à l'Assemblée, donc, groupe constructif, groupe LR, PS qui dit nous serons dans l'opposition. Mais il y a un nouveau groupe qui va voir le jour mardi, un groupe avec Manuel Valls, avec des radicaux de gauche et aussi avec des radicaux valoisiens. D'ailleurs, est-ce que vous confirmez que les radicaux valoisiens qui font partie, qui sont l'une des composantes de l'UDI, dont Yves Gégaud, pourraient rejoindre ce groupe? Alors, d'abord, je ne sais pas où en est l'état de la construction de ce groupe. Parce qu'il vous en a parlé, Yves Gégaud. Oui. En revanche, je connais bien à la fois Yves Gégaud et les députés radicaux valoisiens qui sont à l'UDI. Je n'ai pas trouvé parmi eux de gens qui souhaitaient siéger dans ce groupe. Et encore moins... Pas Yves Gégaud. Et encore moins Yves Gégaud. Le Parisien raconte une histoire qui n'a pas de sens. J'avais d'ailleurs, il y a quelques minutes au téléphone, Yves, qui lui-même le dément sur Twitter. Jamais pour lui, il n'a été question d'aller siéger dans un tel groupe. Donc il n'y aura pas de reformation, entre guillemets, de regroupement des radicaux de gauche. Ça, je pense que c'est un autre sujet. Et des radicaux valoisiens. Ça, je pense que c'est un autre sujet. Je pense que les radicaux de gauche et les radicaux valoisiens ont été séparés il y a 40 ans, parce que certains ont choisi de s'allier avec les communistes et d'autres ont refusé. Donc, et aujourd'hui, ce sujet ne se pose plus. Le rassemblement des radicaux valoisiens et des radicaux de gauche est parfaitement possible. C'est une question de parti et pas d'Assemblée nationale. Et très franchement, moi, je travaillerai sans problème avec des députés qui viennent du PRG, que j'ai vu siéger à quelques mètres de moi dans l'hémicycle et avec lequel j'ai des nuances politiques qui sont très minimes. Alors, mais vous dites, Yves Gégaud, il sera dans votre groupe, il est constructif. Oui, je l'affirme. Il ne sera pas dans ce groupe progressiste avec Manuel Valls. Oui, tout comme Michel Zumkeller, etc. Bon, voilà des députés qui disent clairement, nous sommes dans une démarche constructive. Si d'ailleurs des radicaux de gauche veulent y venir, discutons-en. Alors, autre question qui vous concerne en tant que président de l'UDI, Jean-Christophe Lagarde. Une question sur l'initiative de Meyer Habib, élu dimanche dernier député UDI de la 8e circonscription des Français établis hors de France, donc une circonscription qui comprend notamment Israël, l'Italie, la Grèce, la Turquie. Alors Habib a posté sur sa page Facebook, une page publique, une vidéo où il apparaît portant une kippa et il remercie, je cite, entre guillemets, le Tout-Puissant. Il le remercie après sa victoire face à la candidate République En Marche Florence Drory. Est-ce que vous comprenez que cette initiative du député Habib ait pu provoquer une polémique? Oui, parce qu'il s'agit d'abord au départ d'une expression privée qui est devenue publique. Qui est devenue publique. Non mais disons les choses. Le soir d'une élection, dans une euphorie... mais c'est devenu public. C'est plus le fait qu'elle devienne publique qui est discutable, encore que je veux dire une chose. Il n'est pas interdit à un élu de la République d'exprimer sa croyance. C'est pas contraire à la laïcité. C'est pas la question. Attendez, je veux juste le dire. Parce que on n'a jamais dit ou reproché à Christine Boutin d'affirmer qu'elle était catholique, à Jacques Chirac d'aller à la messe à Bormes-les-Mimosas. Bon. Non mais là, après, je remercie le Tout-Puissant. Après, cette expression privée qui devient publique, en réalité, dans l'euphorie de victoire, crée une polémique, des réactions parfois violentes et excessives, et y compris d'ailleurs une réponse de Meyer Habib qui est à la hauteur de la violence qu'il a eu le sentiment de subir. Meyer Habib, d'ailleurs, qui a l'air de mettre sur le même plan son invocation du Tout-Puissant et la participation d'Emmanuel Macron à la mosquée de Paris pour l'iftar du Ramadan. Est-ce que c'est une comparaison judicieuse? Écoutez, moi je souhaite de toute façon que tout ça s'apaise, parce que le principe de laïcité, il est simple. Il donne à chacun la liberté de croire, voire d'exprimer sa croyance. Il interdit à chacun d'empêcher l'autre de croire ou de ne pas croire. Et donc, tout ça, il faut de la bienveillance, de l'apaisement, les tensions électorales étant passées. Je n'aime pas d'une façon générale quand on mélange la religion et la politique. Mais ça, vous le dites à Meyer Habib, on est d'accord. Je comprends, je le dis à tout le monde, y compris à ceux qui contestent le droit à Meyer Habib de croire et de le dire. Et je pense que d'une façon générale, ne pas mélanger les deux
permet d'éviter les tensions et permet l'apaisement. Et la démocratie, elle s'en sort toujours mieux quand le débat est apaisé. Alors on va préciser les choses puisqu'on est sur Radio J ici. Personne ne reproche à Meir Habib de croire en Dieu. Personne ne reproche ni ça. Même d'exprimer qu'il le fait, qu'il croit. D'exprimer qu'il le croit. Le problème, et c'est donc à la base. Le problème, c'est cette expression privée qui devient publique. Voilà, c'est ça. La maladresse, en réalité, c'est sans doute celui qui a posté ça. Voilà. Non, et celui qui a posté ça, c'est Meir Habib. Je ne sais pas, celui ou un de ses collaborateurs. Mais est-ce que vous lui avez dit quelque chose? Est-ce que vous lui avez dit qu'il devrait, qu'à l'avenir, il devrait se garder de faire de telles déclarations? Écoutez, moi d'abord, je n'ai pas de conseil à donner aux députés. Chacun est libre et responsable devant ses électeurs. Je vous ai dit ce que j'en pensais. Je pense que maintenant, il faut que cette polémique s'apaise. L'euphorie de la victoire, la polémique très violente à son endroit et la réaction qu'il a, qui est à la hauteur de cette violence, tout ça est, en tout cas à mon avis, il faut tourner la page, il faut apaiser tout ça parce que personne n'a rien à y gagner, ni lui, ni la communauté juive de France, ni notre communauté nationale. La réalité, et la seule réalité de la laïcité, c'est celle que je vous disais tout à l'heure. On a le droit de croire ou de ne pas croire dans notre pays. On a le droit d'exprimer sa croyance du moment qu'on ne l'impose pas aux autres. On n'a pas le droit d'interdire à quelqu'un en termes de croire ou de ne pas croire. C'est ça le bloc laïcité qui fait l'unité nationale depuis si longtemps et une spécificité française qu'on ne retrouve nulle part dans le monde. Je crois que personne ne reproche, en tout cas ici ou ailleurs, j'imagine bien, à Meir Habib de j'imagine bien, monsieur. Personne. On revient à l'activité politique post-législative, Jean-Christophe Lagarde. Est-ce que vous faites partie des 64% des Français, c'est un sondage du JDD d'aujourd'hui, satisfaits des premiers pas et d'Emmanuel Macron et d'Édouard Philippe? Et ça va nous permettre de parler des projets de loi en cours, des projets de loi annoncés et aussi des initiatives européennes ou environnementales du président Macron. Je vais répondre sur les deux. Oui, pour Emmanuel Macron, je vous dis oui, et pour une raison simple. D'abord, c'est parce que... Donc satisfait, hein. Oui, parce que ses premiers pas en matière notamment de construction européenne correspondent exactement au projet que l'UDI porte depuis 15 ans. Il a repris ce projet, je ne vais pas m'en plaindre. Et en plus, pour tout vous dire, on a eu tellement honte de François Hollande pendant 5 ans, que là, il fait président. Il fait président ? Excusez-moi, disons les choses. On était humiliés quand François Hollande s'exprimait ou se présentait à l'international. Son inaction qui a quasiment démoli l'Europe, qui a laissé Angela Merkel seule à la tête de l'Europe, ce dont elle ne voulait pas elle-même, son incapacité à se poser et parfois à s'imposer face aux autres chefs de l'État. On a eu tellement honte que voilà un président qui assume la responsabilité de président, qui ne fait pas le matamor, mais qui... Vous dites comme Jean Glavany, par exemple, il a fait plus président en 5 ou 6 semaines que François Hollande en 5 ans. Incontestablement. Quant à Édouard Philippe, écoutez... Votre ami, Édouard Philippe, on peut dire ça, hein. Oui, c'est un ami. Nous avons travaillé ensemble pour la campagne d'Alain Juppé. Il a fait le choix politique audacieux qui est le sien. Et je crois que surtout que les Français vont découvrir en lui quelqu'un qui est capable d'entendre, d'écouter et d'avancer. Moi, j'apprécie beaucoup la façon dont il cherche à avancer. Là encore, vous savez, des responsables politiques qui font un peu les matamors. C'est pas un matamor, mais c'est quelqu'un qui peut nous faire avancer. Et quand je disais tout à l'heure la volonté d'écouter, je sais que chez lui, elle existe. Et donc la question, je le répète, du groupe LREM à l'Assemblée nationale, c'est est-ce que vous serez aussi à l'écoute que le sera votre Premier ministre, des autres opinions, de celles du groupe que vous évoquiez autour de Manuel Valls, de celles du groupe que nous constituons, parfois de l'opposition. Vous savez, tant qu'on continue dans la vie politique française à penser qu'une idée est bonne ou mauvaise en fonction de celui qui exprime l'idée, plutôt qu'en regardant quelle est l'idée, on se trompe. Et là où dans d'autres pays ils ont pu avancer, notamment en Allemagne et en Grande-Bretagne, c'est quand ils ont commencé à regarder les idées et pas les acteurs des idées. Quand vous dites qu'il est capable, les Français vont se rendre compte qu'il est capable, Édouard Philippe, d'entendre, d'écouter, d'avancer, on se dit, vous allez voter en faveur du discours de politique générale le 4 juillet. Peut-être, je veux entendre ce qu'il va dire. Ouais. Vous savez, là encore, sinon je fais de la politique réflexe. Ah bah oui, quoi qu'il arrive, je vote ce qu'il dit. Non, quoi qu'il arrive, en tout cas, au départ, initialement, il y a des années, depuis des années, c'était oui ou non. Justement. Vous me demandez les leçons que tout le monde doit tirer du vote des Français. Justement, c'est cette leçon-là. Pas de politique automatique. C'est bien ou c'est pas bien en fonction de ce qui se passe. Et j'attendrai d'écouter ce que dira Édouard Philippe. Pour décider de ce que vous allez faire. Il va préciser ça avant son discours d'ailleurs, pour décider si je voterai la confiance ou si je m'abstiendrai. Il n'y aura pas de vote contre. Non, il n'est pas question d'avoir un vote contre parce que je ne veux pas empêcher le gouvernement
contribuer à empêcher le gouvernement de commencer à se lancer dans l'action pour laquelle il a été missionné. Il est missionné, il a une majorité pour ça, eh bien qu'il travaille. Et c'est au résultat qu'on juge, c'est au projet qu'on juge, c'est au texte qu'on juge. Oui ou abstention. Alors les textes, justement. Loi de moralisation de la vie politique. Vous savez ce qu'il y a dedans. Vous allez voter pour ou pas? Oui, mais je vais demander d'abord qu'on aille plus loin. Il y a des sujets, par exemple, qui sont laissés de côté, comme ce jeu de technocrates qui servent l'État dans des ministères et qui ensuite vont dans des entreprises, le pantouflage, et qui vont ensuite dans des entreprises privées. Pourquoi est-ce qu'on laisse ça de côté? Donc vous allez demander quoi? C'est sans doute plus dangereux en conflit d'intérêts que n'importe quel député, qui en réalité a peu de pouvoir, puisqu'il est un député sur 577. Quand vous êtes directeur d'une administration centrale, par exemple à la santé ou à la défense, et que vous partez ensuite, une fois que le gouvernement a changé dans le privé, on peut quand même se poser la question. Donc vous voulez interdire ça? On peut quand même se poser la question si, quand vous étiez dans vos responsabilités publiques, vous n'étiez pas en train de préparer votre atterrissage dans une entreprise privée. Je ne comprendrais pas que le gouvernement, qu'Emmanuel Macron refuse ça. Oui, c'est interdire le pantouflage, ou en tout cas... Interdire totalement ou pendant quelques années? Pendant quelques années. Je pense qu'on peut se dire que pendant les 5 ans qui suivent, vous n'avez pas le droit de travailler. On veut interdire aux députés, à juste titre, d'avoir des activités accessoires. Quelqu'un qui exerce une autorité forte, plus forte que celle d'un député, quand vous êtes directeur d'administration centrale ou autre, qui avec l'argent de l'État, prend des décisions, qui ensuite se retrouve bien payé dans une grosse entreprise, c'est quelque chose qui peut susciter l'envie ou le conflit d'intérêt. Autre projet de loi. Deuxième chose, je pense, alors ce ne sera pas dans ce projet de loi, mais je poserai le sujet sur la table, je pense qu'il faut que nous organisions le financement des activités syndicales différemment d'aujourd'hui, un peu sur le mode des familles politiques. De quelle manière? À partir des élections donc un financement public. Un financement public, parce que là aussi, on pourrait avoir de mauvaises surprises demain, et quitte à dire aux Français on va organiser les choses pour que les choses soient transparentes, faisons-le aussi dans ce domaine-là. C'est pas possible dans ce délai-là, mais je pense que c'est un sujet qui est devant nous. C'est un débat à ouvrir. Je pense que c'est un débat à ouvrir. Oui. Projet de loi visant à lutter contre le terrorisme, donc présenté cette semaine, je suppose que vous dites oui. Oui, je le soutiendrai, mais là encore, je demande à aller plus loin. Allez-y. Je vous explique 3 points qui me paraissent contestables. Le premier, c'est on crée avec le préfet, sous l'autorité du préfet, des zones, quand il y a des manifestations ou des risques, des zones où on peut fouiller, palper au corps, fouiller les véhicules, etc. C'est utile, évidemment, dans le cadre de prévention d'actions terroristes. Mais il faut demander au juge la possibilité de contrôler votre pièce d'identité. Très franchement, si on palpe quelqu'un au corps, je pense qu'on peut lui demander sa pièce d'identité. C'est peut-être un peu plus intrusif de se faire fouiller. Donc, et de ça veut dire d'être un peu plus dur, entre guillemets. C'est de laisser le préfet décider aussi que dans ces zones-là, on a le contrôle d'identité. Deuxième chose, la fermeture de lieux de culte ne serait pas possible si on y prône la discrimination. Prenez l'exemple des hommes et des femmes. C'est essentiel pour nous, l'égalité homme-femme dans notre pays et dans les valeurs de la République. Là, on ne pourrait pas fermer parce que dans un lieu de culte, on prêcherait la discrimination entre hommes et femmes. Je ne suis pas d'accord et je pense qu'on peut corriger ça. Troisième, et c'est sans doute le plus absurde, voire le plus dangereux, lorsque quelqu'un est... alors aujourd'hui c'est assigné à résidence, je ne me souviens plus de l'expression. Lorsque quelqu'un est mis sous surveillance, on lui placerait un bracelet électronique en l'interdisant de franchir un certain périmètre. Mais s'il sort du périmètre, on va savoir qu'il est sorti, mais on ne le géolocalise pas, c'est-à-dire on ne sait pas le trouver. Moi, je veux que s'il sort du périmètre, on puisse le trouver tout de suite, donc il doit être géolocalisable, évidemment, sinon ça sert à quoi? On aura l'alerte, on dira, on lance toutes les polices de France pour le courir derrière. Il a un bracelet électronique, autant que ce soit celui qui permette de le repérer l'endroit où il est. Autre projet de loi, le projet de loi important de cet été, le projet de réforme du Code du travail et la philosophie de cette réforme. Il y a eu une interview ce matin de Muriel Pénicaud, la ministre du Travail dans le JDD. Est-ce que vous êtes favorable à ce projet? Qu'est-ce que vous souhaitez faire bouger dans le cadre de ce projet? Muriel Pénicaud annonce que des propositions faites par les syndicats seront retenues. Est-ce que vous pourriez faire des propositions avec l'objectif qu'elles soient retenues? Le propre même de l'ordonnance, c'est que ça coupe et ça tue le débat parlementaire. Il y a un débat en amont. Non, c'est pas vrai. Ça n'est pas vrai. Le débat en amont, c'est un débat sur l'orientation générale de ce qu'on souhaite. Mais le débat parlementaire n'existe pas avec l'ordonnance. L'ordonnance n'a qu'un intérêt en réalité, c'est d'aller vite. Et d'aller vite, donc d'éviter le débat parlementaire. Moi, je voterai cette ordonnance à une condition. Laquelle? Je demande au Premier ministre de faire en sorte qu'il discute avec les syndicats, bien sûr, mais qu'il discute aussi et qu'il y ait une sorte de coécriture de ces ordonnances avec les représentants des groupes parlementaires. Donc, c'est pas parce qu'on n'a pas le débat à l'Assemblée nationale avec tout le décorum, toutes les longueurs, toute la procédure, qu'on ne peut pas quand même tenir compte de l'avis des parlementaires pour faire en sorte qu'on ne commette pas d'erreur. Donc de quelle manière ça devrait se passer? Regardez l'exemple que je veux prendre. Ils veulent renvoyer vers la branche parfois, vers l'entreprise parfois, la capacité à négocier telle ou telle chose. Très bien.
Associons les parlementaires parce qu'il y a une diversité d'activités, de secteurs, parfois de problématiques régionales, y compris frontalières. Écoutons aussi les députés. Et de quelle manière ils peuvent vous écouter? C'est très facile. Il fait un groupe de travail à Matignon avec les représentants de 3 par groupe, les spécialistes du Code du travail, qui viennent, dire ce qu'ils pensent du texte. Combien de séances de travail? Je vais vous dire les choses. Parce que le problème, c'est que le gouvernement Emmanuel Macron souhaite que cette ordonnance soit le 21 septembre. Publiée avant le. Monsieur Aziza, ça veut dire donc qu'il y a 2 mois et demi, un peu plus de 2 mois et demi pour travailler. Et disons les choses clairement, on n'est pas obligé de découvrir ces textes le 21 septembre, parce que c'est ça l'ordonnance. L'ordonnance, au mois de juillet, vous donnez l'autorisation au gouvernement de faire. Le 21 septembre, elles sont publiées, elles vous tombent dessus, vous savez même pas ce qu'il y a dedans. Vous ne saviez même pas ce qu'il y a dedans. Et on vous demande dans les 6 mois de les ratifier avec un débat qui en réalité n'en est jamais un. C'est un truc formel qui dure quelques minutes. Moi, je dis simplement, si on veut travailler différemment dans le nouveau monde que portent Édouard Philippe et Emmanuel Macron, nous acceptons ce travail. Allons-y, écrivons ou montrez-nous au mois d'août ou début septembre ce que vous êtes en train de faire pour qu'on puisse vous faire des suggestions, des corrections, ou si vous trompez, si vous déraillez, parce que si vous déraillez, d'abord, il y a des Français qui vont en faire les frais. Mais en plus, la méthode même ou la réforme même du Code du travail qui est nécessaire, sur les grands axes, je partage un certain nombre de choses, même si je pense qu'il y a des choses sur lesquelles il faudrait aller un peu plus loin là aussi. C'est nécessaire. Vous avez peur que ça débouche par une action dans la rue, mais c'est surtout qu'à ce moment-là, vous plombez et vous faites dérailler tout le système, parce qu'il suffit du mauvais exemple qui canalise l'ensemble de la contestation et qui effectivement à ce moment-là peut conduire dans la rue. 2 autres questions. La convergence fiscale franco-allemande, on en parle depuis des années et des années. Elle est maintenant souhaitée par Bruno Le Maire, ministre des Finances. Je suppose que vous y êtes favorable, mais à quelles conditions c'est possible? Je n'y suis pas seulement favorable, c'est une proposition de l'UDI depuis 15 ans. 15 ans. On a créé une monnaie commune. On a besoin d'une gouvernance économique commune. Parce que vous ne pouvez pas avoir une monnaie et des politiques économiques aussi divergentes et des politiques budgétaires aussi divergentes que nous l'avons aujourd'hui. Mais il faut aussi que ça serve à harmoniser les choses. Moi, je suis pour un corridor fiscal, c'est-à-dire un niveau maximum de fiscalité, un niveau minimum de fiscalité entre tous les pays de la zone euro. Pour se rapprocher, on met une dizaine d'années. Donc entre 20 et 33-34%. Pour se rapprocher, on met une dizaine d'années. Je pense qu'entre la France et l'Allemagne, on peut aller beaucoup plus vite. Combien de temps entre la France et je pense que dans le quinquennat, on peut être, même avant, on peut être au même niveau. Mais il faut aussi une convergence sociale. C'est-à-dire que... Y compris avec les ex-pays de l'Est. Puisqu'on accepte d'échanger nos produits et nos commerces, donc de travailler en concurrence les uns vis-à-vis des autres, il faut quand même qu'il y ait un minimum social, et peut-être d'ailleurs un maximum social, là aussi un corridor. Comme les écarts sont plus importants, il faut peut-être plutôt 15 ans pour le faire, mais c'est un chantier à lancer dans ce quinquennat, et nous pousserons à la fois pour qu'on rapproche fiscalement et socialement, mais en réalité, Emmanuel Macron, pour l'instant, ne parle que du fiscal, pas encore du social. Je reconnais qu'il faut lui faire crédit d'une chose, c'est que pour l'instant, Angela Merkel est en pleine campagne électorale et il ne sait pas quel sera son partenaire au mois de septembre. Si c'est Angela Merkel, à ce moment-là, on pourra plus vite avancer dans la réforme européenne et dans la construction nécessaire de cette Europe, parce que l'Europe, je voudrais juste en dire un mot, vous savez que c'est important pour nous. L'Europe, elle doit servir à nous défendre. Et je dis à Emmanuel Macron, pas que en matière de défense militaire. Il a raison. Pas que en matière de défense de nos frontières, comme tout ce qu'on a vu avec les réfugiés. C'est ce qu'il a mis en avant à Bruxelles. Oui, il l'a mis en avant. Mais je lui demande de compléter le discours en disant, c'est notre projet, c'est normal que je le porte, en disant, l'Europe, elle est là aussi pour nous défendre face aux grands intérêts économiques des grandes puissances du monde, aux États-Unis, à la Chine, à l'Inde. Or, l'Europe a eu la naïveté, au cours des 20 dernières années, de tout ouvrir portes et fenêtres pendant que les autres se protégeaient. Et du coup, on a une compétition qui est inégale. Et quand M. Trump impose ses intérêts économiques, c'est nous qui perdons des emplois. Quand le président chinois impose ses intérêts économiques, c'est nous qui perdons des entreprises. Et donc, il faut que la compétition soit loyale. L'instrument pour que la compétition devienne loyale, c'est l'Europe. Regardez les Britanniques. Comment ils font maintenant qu'ils sont tout seuls? Vous croyez qu'ils vont pouvoir négocier en position de force avec 1,2 milliard d'Indiens, 1,3 milliard de Chinois? Mais disons les choses clairement. 1,3 milliard de Chinois peuvent se passer des Britanniques. Les Britanniques, ils ne peuvent pas se passer des marchés chinois. Alors, autre annonce du président Macron, il s'est engagé, c'était hier, à porter dès septembre prochain, devant l'ONU, devant l'Assemblée générale des Nations Unies, le projet de pacte mondial pour l'environnement. Là aussi, vous approuvez?
le président des États-Unis a commis un crime contre les générations à venir et contre notre planète. Ah oui, crime contre les générations à venir. Bien sûr, bien sûr. Dites donc, vous n'avez pas l'impression que ces derniers jours, il faisait très chaud en France? On avait ça il y a 40 ans ou 50 ans, il n'y a pas de changement climatique. Il y a encore des gens qui sont capables de dire ça? Les déplacés climatiques, les réfugiés climatiques dans les années à venir, ça va être des dizaines et des centaines de millions de personnes, notamment sur le continent africain. Donc évidemment qu'on a tous un effort à faire. Et l'accord de Paris portait cette idée-là, que nous vivons sur la même planète, que notre destin est interdépendant, que ce qui se passe en Inde, quand on produit beaucoup d'électricité au charbon, ça a un impact sur nous aussi, la preuve. Bon. Et donc, évidemment qu'il faut prendre, et s'il prend le leadership, tant mieux, il ne faudrait pas qu'il le fasse seul, mais si les pays les plus éclairés permettent de dire « nous ne pouvons plus consommer… » Plus éclairés hors États-Unis, donc. Hors États-Unis, parce que pour l'instant, ils sont dirigés par quelqu'un d'irresponsable, de ce point de vue-là. Si les dirigeants les plus éclairés peuvent simplement acter le fait que nous vivons tous sur la même planète et que nous la consommons plus vite qu'elle n'est capable de se régénérer, c'est un suicide collectif de continuer comme ça. Donc il a raison, c'est évidemment un chantier prioritaire et l'ONU, c'est le lieu pour le faire. Alors l'actualité aussi, c'est ce qui se passe à droite. Xavier Bertrand, il annonce aujourd'hui dans le JDD d'abord qu'il ne briguera pas la présidence du parti LR. Il exhorte Valérie Pécresse à le faire et puis il critique Laurent Wauquiez, qui est candidat à la présidence de LR. C'est Xavier Bertrand qui dit que Wauquiez court après l'extrême droite et qu'il est le candidat de Sens commun. Qu'est-ce que vous pensez de ces déclarations de Xavier Bertrand? Est-ce que ça vous déçoit qu'il ne soit pas candidat à la présidence des Républicains? Je ne suis pas républicain, donc je n'avais pas vocation à voter. C'était votre allié, en tout cas. Moi, j'ai beaucoup d'estime pour Xavier Bertrand. Il représente une droite avec laquelle je suis compatible. Mais disons les choses clairement, dans la campagne présidentielle, puis dans l'organisation du parti, mais en réalité, depuis 2012, depuis l'élection présidentielle ratée de Nicolas Sarkozy, une partie de la droite dérive de plus en plus dans des positions de plus en plus dures, de plus en plus fermées, de moins en moins progressistes. Nous sommes des progressistes. Et s'éloigne de plus en plus de nous. Et c'est vrai que Laurent Wauquiez incarne, d'une certaine façon... Vous dites comme Xavier Bertrand ne s'aime plus depuis longtemps? Ça fait longtemps. Vous savez très bien que le mode d'élection français conduit à des alliances électorales de gens différents. Simplement, quand les différences deviennent trop importantes, il faut en tirer les conséquences. La construction de notre groupe constructif UDI et républicain, elle est cette conclusion-là. Il y a chez les Républicains des gens qui sont tellement différents qu'ils n'ont plus grand-chose à faire ensemble. Disons les choses clairement. Je ne vois pas de point commun entre Édouard Philippe et Laurent Wauquiez. Je ne vois pas de point commun entre Benoît Apparu et Éric Ciotti. Il y a des choses où, quand vous êtes plus d'accord, vous êtes plus d'accord. C'est plus possible de vivre dans une maison ensemble, comme ils le font, et de faire semblant. Je crois que c'est un peu ça le débat qu'ils ont. Et alors la question aussi, c'est Laurent Wauquiez qui accède à la présidence des Républicains, Laurent Wauquiez qui donc selon vous d'ailleurs aussi, selon Xavier Bertrand court après l'extrême droite, est-ce que ce serait les divorces, la rupture définitive avec votre parti, l'UDI? Écoutez, on va voir quel est l'axe politique qu'ils choisiront. Mais d'abord, je ne suis pas sûr que Laurent Wauquiez court derrière l'extrême droite. Il croit qu'en reprenant des thématiques de l'extrême droite, il finit par l'affaiblir. Moi, je crois que c'est l'inverse qui va se passer. Je crois que en réalité, soit une famille politique est elle-même, soit elle est elle-même, elle affirme ses convictions et ses idées, et à ce moment-là, elle est capable de trouver une audience auprès de ses électeurs, soit elle commence à commenter ou à courir derrière celle des autres, ou les thématiques des autres, et à ce moment-là, elle sera inévitablement absorbée. Alors oui, on n'a pas abordé ce séminaire de rentrée des 308 députés En Marche à l'Assemblée. Qu'est-ce que ça vous inspire? Qu'est-ce que ça vous a inspiré? D'abord, ça devait être assez sympathique parce que voilà, je crois 280 députés qui n'ont jamais siégé à l'Assemblée nationale et sont en train de découvrir une institution qui peut être utile s'ils savent la rendre utile. Encore une fois, s'ils savent ne pas la rendre fermée. Mais pour aller jusqu'au bout, je pense que... pardonnez-moi. Pour aller jusqu'au bout, je pense que... il y a une inquiétude là-dedans, je trouve. Cette volonté de tout contrôler dans la communication, de laisser aucun député s'exprimer, si ce n'est sur des banalités, c'était sympathique, frais, joyeux, bienveillant, etc. Ça donne, bizarrement, pour un parti politique qui voulait
rafraîchir la vie politique française, ça donne un peu le sentiment d'un truc qu'on essaye de congeler. C'est ça le macronisme pour vous? Non, il est bientôt pour le qualifier. Pour l'instant, le macronisme, c'est des déclarations d'intention, une entrée réussie sur la scène internationale, des axes européens qui conviennent, des réformes qui ont attendu tellement longtemps en France que ça a fait échouer notre pays. Donc, il y a des axes. Après, on verra. Moi, pas d'a priori, entre guillemets, mais j'aime pas quand on voit qu'en réalité tout commence à être corseté. C'est du caporalisme, c'est ça? Ouais, ça ressemble un peu à ça. Ça peut être inquiétant. Cela dit, ils viennent d'arriver. Soit ils seront caporalisés, soit ils deviendront vraiment députés. Un député, ça sert pas à être un mouton qui a le doigt, si j'ose dire, sur la couture du pantalon. Un député, ça sert à avoir un travail collectif pour faire en sorte que notre pays avance, se réforme, se transforme, et que les différentes opinions, les différentes difficultés, les différentes spécificités de notre pays soient entendues, parce que sinon ça sert à rien. Sinon ça sert à rien d'être 777. Hein. Ouais. Si on peut pas représenter les territoires, les différents secteurs d'activité, de passion, d'intérêt de notre pays, vous en mettez un, ça suffit, quoi. Il vous bluffe, Emmanuel Macron? Vous dites comme Xavier Bertrand, il est comme Sarkozy il y a 10 ans. Ah non, pas du tout. D'abord, il me bluffe pas. Je pense qu'il fait correctement son travail jusqu'à présent. Le parallèle avec Sarkozy, oui. Et je vois pas du tout de parallèle avec Sarkozy, si ce n'est dans la volonté de concentrer tout le pouvoir entre ses mains, sans doute. Mais Sarkozy avait une personnalité, comment dire, qui tellement extraverti que parfois ça confinait à l'excitation et ça conduisait à des dérapages. Macron n'a pas ce travers. Plus consensuel, Macron, hein? En apparence. En apparence. Vous êtes député, donc vous allez participer au vote du président de l'Assemblée mardi. Qui souhaitez-vous comme président de l'Assemblée nationale, en sachant qu'il sera issu des Républicains en marche? Quel portrait robot vous faites du président de l'Assemblée? Il y a notamment François de Rugy qui est candidat, Brigitte Bourguignon, pardon, et puis la députée errante de Loire-Atlantique. J'ai été 2 fois vice-président de l'Assemblée nationale. Je sais une chose du président de l'Assemblée nationale, de sa mission. Le président de l'Assemblée nationale, sa mission, c'est de protéger l'opposition et sa capacité à s'exprimer. Et alors? Et donc, je souhaite que ça soit quelqu'un qui soit le plus ouvert possible, mais la méthode, là encore, ne me paraît pas bonne. C'est-à-dire? C'est très simple. Évidemment que le président de l'Assemblée nationale doit venir du groupe République En Marche. Mais quand ils choisissent ça à l'intérieur de leur groupe sans faire voter le reste de l'Assemblée nationale, ça veut dire que nous, on est là. C'est souvent fait comme ça. Hein. Eh bien, ce n'est pas normal. Je trouve que c'est absurde. Un premier tour leur permettrait, en l'occurrence, de savoir lequel de leurs candidats. Premier tour dans l'hémicycle, vous bien sûr, chez eux et avec les autres députés. Sinon, le vote est très formel. Ils les lisent dans la réunion de groupe. C'est pas la peine de venir dans l'hémicycle. Je pense que c'est une erreur de méthode. C'est pas l'erreur de la République En Marche. C'est l'erreur de méthode à chaque fois. Je vais vous dire, moi, j'ai voté, par exemple, pour Claude Barthelone en 2012 lorsqu'il est devenu président de l'Assemblée nationale. Les socialistes l'avaient choisi. On était sûr qu'il le serait. Mais parce que je pensais que ce serait un bon président de l'Assemblée nationale. Et je pense qu'il a été un bon président de l'Assemblée nationale. Et je trouverais assez normal, parce que je répète, le président de l'Assemblée nationale, c'est pas le patron de la majorité. Le patron de la majorité, c'est le président du groupe, c'est Richard Ferrand. Le président de l'Assemblée nationale, c'est celui, au-delà de ses fonctions de représentation, etc., qui doit garantir que ceux qui ne sont pas dans la majorité, ceux qui ne sont pas dans le groupe majoritaire absolu comme il a, ils ont aussi le droit à la parole, aussi le droit à exercer leur fonction de député pour être utile aux Français. Et le fait que ça puisse être une femme, ce serait un symbole important ou ça n'a pas d'importance? Pardon. Si on peut trouver une femme correspondant à ce profil-là dans leur groupe, mais honnêtement, j'ai du mal à me prononcer, je ne les connais pas. D'ailleurs, je crois qu'eux-mêmes ne les connaissent pas. Ils viennent d'arriver, ils ne se connaissaient pas avant. Hein. Merci en tout cas, Jean-Christophe Lagarde, d'avoir répondu à notre invitation. Bonne fin d'après-midi sur Radio J en compagnie de Guy Rosanovic et à dimanche prochain. Merci. Merci.